Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Nous sommes le jeudi 21 août 2025. Le professeur John Mearsheimer nous rejoint maintenant. Professeur Mearsheimer, bien que nous parlions fréquemment, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'échanger depuis la rencontre des présidents Poutine et Trump en Alaska. Ensuite, le président Trump a diverti ou humilié, selon la manière dont on veut le voir, les dirigeants de l'Union européenne dans le bureau ovale. Nous avons donc beaucoup à discuter. Professeur Mearsheimer, est-ce que la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, dans l'ère qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, a jamais reconnu les besoins légitimes de sécurité fondés sur la souveraineté de la Russie ou de son prédécesseur, l'Union soviétique? Nous avons essentiellement respecté la souveraineté soviétique ou russe lorsqu'ils étaient suffisamment puissants pour se protéger eux-mêmes. Quand ils ne l'étaient pas, nous en avons profité. Il faut se rappeler que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et que la Russie est apparue sur la scène, c'était au début de 1992. En réalité, l'URSS s'effondre en décembre 1991. Mais nous obtenons la Russie en 1992. Et cette Russie-là était une Russie remarquablement faible. Et ce que nous avons fait, c'est que nous leur avons enfoncé l'expansion de l'OTAN dans la gorge tout au long des années 1990 et vraiment durant la première décennie de ce siècle. Et c'est ainsi que les États-Unis traitent les autres grandes puissances quand elles sont faibles. Mais si la Russie démontre qu'elle est dure, qu'elle est puissante, qu'elle est capable de défendre ses intérêts, alors nous reconnaissons au moins de facto ses intérêts. Et ce qui s'est passé lorsque le président Trump a rencontré le président Poutine en Alaska, c'est que le président Trump a dit « Je reconnais vos points de vue sur un certain nombre de questions clés ». Et la raison pour laquelle le président Trump a reconnu les intérêts de la Russie dans ce cas, c'est parce que Poutine joue une main très forte. Boris Eltsine, dans les années 1990, jouait une main faible et nous l'avons malmené comme on pouvait s'y attendre. Mais Poutine est aujourd'hui dans une position de force. Donc beaucoup dépend de la puissance de la Russie pour savoir si, oui ou non, nous respectons de manière significative les intérêts russes. Je me demande si Donald Trump comprend ce que vous venez d'expliquer. Pourquoi aurait-il suggéré aux Européens, lundi dernier, et le président Macron et le chancelier Scholz, après avoir quitté la Maison-Blanche, ont tous deux déclaré publiquement qu'il avait suggéré et lui-même l'a admis sur Fox News, l'utilisation de l'armée américaine comme garantie de sécurité dans l'Ukraine post-opération militaire spéciale. Pourquoi aurait-il pu imaginer, même dans leurs rêves les plus fous, que la Russie accepterait cela? Pas plus que nous n'accepterions la présence de troupes nord-coréennes à Tijuana. Qui sait? Je veux dire, quand vous écoutez le discours en Occident, au sujet de ce qui se passe en Ukraine, on ne peut arriver qu'à une seule conclusion. Ces gens sont déconnectés de la réalité. Je veux dire, les Russes n'accepteront jamais que l'Occident accorde à l'Ukraine une garantie de sécurité significative. Et j'imagine que Trump le comprend. En réalité, tout ce qu'il fait, c'est jeter un os aux Européens, tout en se séparant lentement, mais sûrement, à la fois des Européens et des Ukrainiens. Je veux dire, il est très important de comprendre ce qui se passe ici. Je pense que Trump est arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas régler cette guerre. Lui et Poutine pourraient peut-être s'asseoir et parvenir à un accord. Mais le problème auquel Trump est confronté, c'est qu'il ne peut convaincre ni les Ukrainiens, ni les Européens d'accepter cet accord. Donc il en est arrivé au point où je crois qu'il pense qu'il vaut mieux que les Européens et les Ukrainiens ensemble, et n'oubliez pas qu'ils sont liés comme les deux doigts de la main qui s'occupent de Poutine. Ils veulent le combattre sur le champ de bataille? Très bien. Ils veulent négocier avec lui? Très bien. Mais lui, Donald Trump, n'est pas en position de régler cette affaire et d'imposer un accord aux deux parties. Pensez-vous que la leçon d'1 heure qu'il a reçue de Vladimir Poutine, probablement similaire à cette réponse de 45 minutes que le président Poutine avait donnée à Tucker Carlson, essentiellement une histoire de la région vue à travers les yeux russes,
l'a motivé à abandonner sa demande. La demande de Trump d'un cessez-le-feu immédiat. Une demande qu'il avait répétée aussi récemment que 2 heures avant, lorsqu'il était encore dans Air Force One. Et a abandonné aussi la demande d'une quelconque relation entre l'OTAN et l'Ukraine. Ma réponse est oui. Et non, je ne pense pas que Poutine ait été assez stupide pour faire la leçon à Trump. Je pense que si vous regardez comment Poutine s'est comporté en Alaska, et plus généralement comment il agit, il opère de manière très subtile et sophistiquée. Et je pense qu'il comprend clairement que faire la leçon à Donald Trump n'est pas la façon de faire des affaires avec lui. Je pense cependant que la rencontre en Alaska a été une occasion pour Poutine d'expliquer à Trump en détail quelle est la position russe, premièrement, et deuxièmement, de rendre clair à Trump que les Russes n'allaient pas faire de compromis. Par exemple, sur toute la question du cessez-le-feu. Les Russes ont depuis longtemps dit qu'ils n'accepteraient pas de cessez-le-feu. Mais les gens en Occident, et cela incluait Donald Trump, ne parvenaient pas à comprendre que les Russes n'accepteraient pas de cessez-le-feu. Mais comme vous le savez bien, Trump est sorti de la réunion en Alaska en disant « il n'y aura pas de cessez-le-feu ». Alors pourquoi cela? Je pense que c'est parce que il a entendu, haut et fort, de la part de Poutine, et de manière respectueuse, qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu, qu'il devait y avoir un accord de paix final, où la guerre continuerait. Donc je pense que cette rencontre a été très importante pour Trump, comme pour Poutine, dans le sens où Poutine a pu clarifier à Trump quelles étaient exactement les lignes rouges de la Russie. Alors comment cela va-t-il se terminer? Cela se terminera probablement sur le champ de bataille, pas à une table de conférence. Mais quand je dis cela, je parle de l'opération militaire spéciale. Elle prendra fin quand l'armée ukrainienne s'effondrera ou quand l'armée russe aura atteint ses objectifs, selon ce qui arrivera en premier. Oui, je veux dire, nous n'allons pas obtenir de cessez-le-feu. C'est clair. Les Russes n'accepteront pas de cessez-le-feu. Donc, cela nous amène à la question de savoir si nous allons obtenir un règlement négocié. Nous n'allons pas obtenir de règlement négocié parce que la position de la Russie face à la position ukraino-européenne est tellement éloignée, ou elles sont tellement éloignées, qu'il est impossible de trouver un compromis. Est-ce que Marco Rubio, Pete Hegseth et les gens qui conseillaient le président ne lui auraient pas dit cela? Ou bien son objectif, malgré sa bravade publique en se rendant en Alaska et en rencontrant le président Poutine, était-il tout autre? Faire tomber le mur que Joe Biden avait érigé entre les deux pays? Exprimer une certaine chaleur et proximité avec son homologue? Un prélude à une grande réinitialisation entre les deux pays commercialement, culturellement, etc., indépendamment de l'Ukraine. La question que vous posez est qu'est-ce que Trump savait avant de rencontrer Poutine en Alaska? Et je pense que la personne clé ici est Steve Bannon. Bannon est allé de nombreuses fois en Russie et il a rencontré Poutine. Poutine lui a sûrement expliqué quelle était la position russe. Et en plus, la position russe était publique. Elle était très claire. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Nous savons depuis longtemps, au moins depuis le 14 juin dernier. Était-ce le 14 juin 2024? Quelle était la position russe? Donc, on peut s'attendre à ce que Bannon ait été parfaitement informé et qu'il ait briefé Trump et qu'ils aient commencé à orienter la politique américaine dans une direction qui pourrait accommoder la position russe afin que nous puissions travailler à un accord. Mais ça ne s'est pas du tout produit. Et en fait, si vous écoutez ce que Wickoff a dit depuis que Trump est entré à la Maison-Blanche et qu'il est devenu le principal conseiller sur la question russe, eh bien, il est difficile de concilier cela avec l'idée qu'il comprenait vraiment ce qui se passait. Vous voyez? Et donc je ne pense pas qu'il comprenait réellement ce qui se passait. Vous avez oublié plus de choses que Witt n'en sait. Je veux dire, il ne connaît tout simplement pas l'histoire. Il peut être un grand bâtisseur, un bon négociateur, un bon ami, et il a peut-être impressionné le président Trump. Mais pourriez-vous le comparer à vos connaissances ou à celles de Sergei Lavrov? Il n'a tout simplement pas cette compréhension. Il lui aurait été impossible d'acquérir, en 6 mois,
la connaissance de l'histoire et de la culture russe que vous et Lavrov avez acquise en 40 ou 50 ans. Je pense que c'est absolument vrai. Mais la chose est que je ne crois pas qu'il avait besoin de tout ce savoir pour comprendre les positions russes. Vous et moi avons beaucoup d'amis très intelligents qui sont capables d'agir de manière rationnelle et logique. Ils ne savent presque rien de la Russie, à part ce qu'ils lisent dans les journaux. Je crois que vous pourriez envoyer ces amis intelligents à Moscou, les faire rencontrer Poutine 3 ou 4 fois, leur faire lire les journaux tous les jours, et ils comprendraient très vite quelles sont les lignes rouges russes. Et ensuite, ils mettraient en place un processus politique pour déterminer comment gérer au mieux les Russes. Pensez-vous que Donald Trump avait la moindre compréhension de l'histoire russe grâce à Witt avant de l'entendre de la bouche de Poutine? Je ne pense pas que Donald Trump connaisse grand-chose de l'histoire russe. Je ne pense pas qu'il sache vraiment ce qui s'est passé depuis la fin de la guerre froide en ce qui concerne les relations entre les États-Unis et la Russie. Je crois qu'il a dans la tête beaucoup de fausses représentations de cette relation. Mais le fait est qu'il est président des États-Unis et que c'est sa responsabilité d'apprendre cette situation, de nommer des conseillers compétents et ensuite de trouver un moyen de sortir de ce bourbier que Joe Biden a créé. Mais au lieu de faire cela, il est arrivé au pouvoir en disant qu'il allait régler ce problème du jour au lendemain, donnant l'impression que c'était une question facile à résoudre. Il a cru qu'il pouvait nommer des personnes sans expérience et qu'elles seraient capables rapidement de régler le problème. Et ainsi de suite. Résultat, il s'est retrouvé dans ce gigantesque chaos. Nous avons beaucoup d'extraits que nous diffusons du ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Voici sans doute mon préféré. Et il dit beaucoup de choses, même si cela ne dure qu'une minute. Certainement. Oui. Il était absolument clair que le chef estimé des États-Unis et son équipe dévouée voulaient avant tout obtenir un résultat global et durable, qui soit de long terme, intrinsèquement stable et véritablement fiable. Tout à fait à l'opposé de leurs homologues européens, qui à cette époque précise, insistaient sans relâche partout pour dire qu'un cessez-le-feu immédiat était absolument nécessaire. Et après cela, ils continuaient de fournir, sans relâche, des armes à l'Ukraine. Et deuxièmement, il est important de souligner que le président Trump et toute son équipe avaient une compréhension très claire et approfondie du fait que ce conflit, dans son essence même, avait réellement des causes sous-jacentes et des racines profondes. De plus, il reconnaissait que le discours venant de certains présidents et premiers ministres européens, en particulier l'idée que la Russie aurait lancé une attaque injustifiée et totalement immotivée contre l'Ukraine, était, très franchement, rien d'autre qu'un bavardage enfantin. Il n'existe absolument aucun autre moyen précis ou approprié de le qualifier. Un bavardage enfantin. Le président Macron, le premier ministre Starmer, le chancelier Scholz, la présidente de l'Union européenne, et puis cette autre femme folle, Kaja Kallas. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle est? Je crois qu'elle est, en gros, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Non? Oui, c'est une dure de l'Est de l'Europe. Mais il est très important de comprendre, Judge, que ce ne sont pas seulement les individus que vous avez cités qui croient à cette fausse histoire selon laquelle la guerre aurait été non provoquée, et que les Russes voudraient conquérir toute l'Ukraine, puis les pays d'Europe de l'Est, et menacer l'Europe de l'Ouest. Cela a longtemps été la sagesse conventionnelle en Occident. Et ce sont des personnes comme vous et moi et d'autres sur cette émission, et nous n'avons jamais été très nombreux dans le passé, qui défendons l'argument inverse. Celui que les Russes avancent, et qui, selon moi, est le bon. À savoir que les Russes se sont sentis menacés par l'expansion de l'OTAN en Ukraine. Et que c'est cela qui a provoqué la guerre. Je veux ajouter un dernier point. Il est très important de comprendre que Donald Trump défend l'argument que vous et moi défendons depuis déjà un bon moment. Ce n'est pas nouveau. Et J.D. Vance a défendu ce même argument aussi. Oui. Le problème est que Trump et Vance, d'une manière très importante, ont longtemps été des marginaux au sein de l'administration sur cette question. La plupart des gens autour de Trump s'identifient à Keith Kellogg et à Marco Rubio sur ce sujet. Et ils acceptent
ou ont longtemps accepté la sagesse conventionnelle, à savoir que les Russes sont une puissance impériale. Voici le prince des néoconservateurs. Passage numéro 19. Chris. Soit nous aidons l'Ukraine, soit nous ne l'aidons pas. Donnons-leur les F-16, laissons-les piloter les avions. De l'artillerie à longue portée pour frapper des cibles en Russie. Comment dissuader Poutine? Vous l'armez jusqu'aux dents. Oui, si nous coupons les vivres à l'Ukraine, ce sera pire que l'Afghanistan. Alors, 2 ans et demi plus tard, vous êtes toujours debout et vous êtes en Russie. Poutine craint Trump. Et je pense, il a été ferme. Et mon conseil au président Trump et à Marco est, vous devez convaincre Poutine que si cette guerre ne se termine pas de manière juste et honorable, avec aussi des concessions ukrainiennes, nous allons détruire l'économie russe. Nous avons la capacité de le faire. À l'Europe, pourquoi ne pas mettre des tarifs douaniers sur l'Inde, qui achète du pétrole russe? À l'Europe, pourquoi ne pas menacer la Chine de tarifs, puisqu'elle est le plus grand acheteur de pétrole russe? À l'Europe, vous pouvez faire davantage. Si l'Europe et les États-Unis s'unissaient et disaient à la Russie que si cette guerre ne se termine pas, nous allons détruire son économie fondée sur les énergies fossiles, alors cette guerre prendrait fin. Je pense que nous avons la capacité d'écraser l'économie russe en imposant des tarifs aux pays qui achètent son pétrole et son gaz, qui achètent du pétrole bon marché pour alimenter sa machine de guerre. Et j'ai l'intention de pousser cela aussi longtemps que je le pourrai. La dernière partie, la première, est simplement absurde. La dernière partie m'inquiète, parce que ce type s'assoit à côté du président 2 fois par semaine, dans une voiturette de golf, quand il passe d'une partie du terrain à l'autre, et il peut lui chuchoter à l'oreille. Et il n'y a pas de John Mearsheimer à côté pour le corriger. Cela n'a plus d'importance désormais. Le monde l'a dépassé. Il peut bavarder ainsi jusqu'à en devenir tout bleu. Cela n'a plus d'importance. Cette affaire va se régler sur le champ de bataille. Et l'idée que les Russes vont perdre est risible. L'idée que nous puissions imposer de nouvelles sanctions économiques à la Russie et que cela nous placerait en position de force n'est pas un argument sérieux. Rappelez-vous, la raison pour laquelle nous avons eu cette rencontre en Alaska, c'était parce que Trump était intéressé à retirer les sanctions de la table. Il s'était lui-même mis dans une situation compliquée où il avait dit qu'il allait imposer des sanctions secondaires à la Russie le 8 août. Mais il a compris, à l'approche du 8 août, que c'était une très mauvaise idée. Parce qu'il ne pouvait pas imposer de sanctions significatives, ni aux Chinois, ni aux Indiens. Les sanctions secondaires n'allaient pas fonctionner. Alors il cherchait une porte de sortie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé Steve Witkoff se précipiter à Moscou pour organiser une rencontre rapide avec Poutine. Et souvenez-vous, l'une des premières choses qu'il a dites, après être sorti de cette réunion, c'est que la question des sanctions secondaires était retirée de la table. Et c'est pour ça que plus personne n'en parle aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une menace sérieuse, sauf pour des gens comme Lindsey Graham. Mais Lindsey Graham vit dans un monde imaginaire. Oui, c'est vrai. Mais il existe. Oui, il existe des éléments de l'État profond qui aiment ce qu'il dit. Est-ce que la CIA, au moment où nous parlons, professeur Mearsheimer, n'est pas en train de fomenter une sorte de guerre? Guerre civile, peu importe comment vous les appelez, dans l'État de Géorgie? Pas l'État américain de Géorgie, mais le pays, la Géorgie. Oui, mais nous parlons de l'Ukraine. Et la question est, que pouvons-nous faire à propos de l'Ukraine? Et l'idée que, vous savez, nous pourrions aider les Ukrainiens à gagner sur le champ de bataille et que nous pourrions écraser l'économie russe avec ces sanctions secondaires, ce n'est tout simplement pas un argument sérieux. Et les gens ne devraient pas prêter attention à Lindsey Graham. Trump comprend parfaitement bien. Après avoir parlé avec Poutine et observé la situation réelle, il sait qu'il n'a en réalité aucune carte à jouer ici. C'est ça, le fond du problème. Il n'a aucune carte à jouer. Et soit dit en passant, si Joe Biden avait pu faire toutes ces choses extraordinaires aux Russes dont parle Lindsey Graham, il l'aurait fait. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre Lindsey Graham et Joe Biden. Biden n'a pas fait ces choses parce qu'il ne pouvait pas les faire. Trump ne peut pas les faire non plus.
Nous n'avons aucune carte à jouer. Trump le reconnaît. Et c'est pour ça qu'il transfère le fardeau de la gestion de ce conflit aux Européens et aux Ukrainiens. Il leur dit, vous croyez qu'il existe une solution simple ici. Vous croyez que vous pouvez être dur avec Poutine et régler le problème? Bonne chance. Alors, que fera l'État profond quand leur incursion en Ukraine sera un échec lamentable à cause du bon sens du président des États-Unis? Ils feront tout leur possible avec le temps pour miner la position de la Russie dans le système international en général et dans les zones d'Ukraine que la Russie conquiert et incorpore en Russie. Et en même temps, les Européens et les Ukrainiens feront la même chose. Les Russes, de leur côté, feront tout leur possible pour semer la discorde dans la relation transatlantique. Ils feront tout pour semer la discorde en Europe. Et ils feront tout pour s'assurer que l'Ukraine reste un État croupion dysfonctionnel. Ce que nous avons créé ici, en conséquence de la décision d'avril 2008 d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Et en doublant la mise à chaque étape sur la route, c'est une situation catastrophique. Wow. Et il revient à Donald Trump, pour le meilleur ou pour le pire, avec son manque de compréhension historique et même son absence d'un véritable ensemble de principes idéologiques solides. De nous sortir de cette situation. Oui. Et je vais ajouter 2 autres points. Le premier, rappelez-vous, il a été président de 2017 à 2021. Oui, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Donc voilà où nous en sommes. Mais l'autre chose, c'est que Trump est quelque peu une exception ici. J'ai essayé de souligner plus tôt, Trump sont des exceptions. Et Trump n'est pas éternel. Il ne sera pas président dans 3 ans et demi. Et vous savez, je ne sais pas si c'est probable, mais il y a une très bonne chance que son successeur ressemble beaucoup plus à Joe Biden qu'à Donald Trump. Donc nous avons de vrais problèmes devant nous. Nous avons armé l'Ukraine jusqu'aux dents. Professeur Mearsheimer, c'est un plaisir. Mon cher ami, merci beaucoup pour votre temps. Ce sont de merveilleuses conversations que nous avons. J'aimerais ne pas avoir un autre engagement. Parce que j'aimerais continuer encore une demi-heure et vous voler un peu plus de votre temps. Mais merci infiniment et nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine.